Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Rebecca, Raissa, Anouchka, 3 femmes d'une même lignée, 3 destins et un secret. Elles sont liées parce qu'elles ont de plus intime, ces femmes. Inspirées de faits réels, ce récit nous transporte de 1885 à aujourd'hui, de Kiev à Paris, en passant par Berlin. Et en 2017, Anouchka, la petite fille devenue avocate, affronte le silence qui imposa son empreinte à chaque génération de cette famille. Elle décide donc de reconstituer son histoire familiale. Le silence des matrioshkas est le premier roman d'Anne Bassi que j'ai souhaité rencontrer pour comprendre le pourquoi de ce récit. Nous savons que nous sommes en partie le fruit de notre histoire familiale. Nous en conservons la mémoire de génération en génération à travers des récits, des comportements, des événements, mais surtout des silences. La transmission, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, autant de thématiques passionnantes qui nous amènent aujourd'hui à ouvrir des fenêtres sur qui nous sommes et d'où nous venons. Mais écoutons Anne Bassi nous en dire un peu plus. Anne Bassi, bonjour. Bonjour. On ouvre la fenêtre aujourd'hui ? Ouvrons la fenêtre aujourd'hui. Sur quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Sur un livre ? Sur un livre. Le silence des matrioshkas, par exemple. Oui, paru aux éditions Bérangère. Tout à fait. Un premier livre pour vous ? Un premier livre, en effet. Un roman ? Et un roman. Comment on se met tout à coup à décider d'écrire un roman ? Je sais pas, c'est venu un peu naturellement. J'avais une idée, j'avais une trame en tête depuis un certain temps et je l'ai fait un peu progressivement, puis ça a pris forme jusqu'à la forme d'un roman. La difficulté, c'est le temps. Écrire, il n'y a pas que les écrivains qui écrivent. Puis moi, je suis dans l'écriture depuis longtemps. D'abord, j'ai une formation littéraire et puis j'étais avocate. Aujourd'hui, je dirige une petite agence de com, donc je passe mon temps à écrire et à écrire des histoires et à faire connaître des histoires à partir d'identités. Donc c'est quelque chose que je sais un peu faire et que j'aime bien faire. Mais un roman, j'avais pas cette intention au départ. Un roman qui a pour thématique essentielle ce qu'on pourrait appeler la transmission, c'est ça ? Voilà. C'est un roman, effectivement, sur la transmission, parce que c'est un roman sur le passé, sur la mémoire, sur la réminiscence de ce que l'on pense disparu et qui pourtant a été transmis. Ce qui pose un peu la question de cette transmission, d'ailleurs mémorielle, comme si, je le disais, il y avait une forme de permanence insoupçonnée du passé. Mais c'est aussi un roman sur les secrets de famille, le transgénérationnel, et la transmission peut-être propre aux femmes. Est-ce qu'il y a une autant de transmission thématiques voilà. qu'on va essayer de... Voilà. Alors peut-être pas d'approfondir ensemble pendant tout ce temps, parce que c'est limité, et puis il faut que les auditeurs aussi se procurent votre livre pour lire l'histoire. On va pas tout dévoiler, mais le silence des matrioshkas, alors on a une sonorité russe, parce que à un moment donné dans le livre, on voyage dans le temps et dans l'espace avec vous, avec la romancière, avec la protagoniste, et à un moment donné, on voyage vers Kiev, on voyage vers Berlin, etc. C'est aussi une transmission qui se fait dans le temps et dans l'espace ? Oui, tout à fait. Sur plusieurs territoires, sur une période assez longue, puisqu'elle commence en 1885 et qu'elle se termine en 2017, voilà, dans le livre. Donc il y a des territoires, il y a des époques finalement assez structurantes pour notre histoire, puisque ça commence avant la Révolution russe, ça se poursuit pendant cette période de la Révolution russe un peu. La famille va ensuite aller en Allemagne bien avant la Seconde Guerre mondiale, puis à Paris, toujours un peu avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une famille d'avocats notamment, une famille qui va connaître les radiations des avocats, qui est d'ailleurs un sujet à part entière que
que j'explique rapidement, mais c'est un thème sur lequel on peut revenir. Et puis, mais je pense qu'on ne sait pas ces choses-là. En tout cas, Mm. par exemple, des professions qui ont été radiées Mm. à cette période-là, notamment les avocats. Voilà, c'est quelque chose peut-être effectivement à souligner et à se remémorer. Bah, c'est important parce que, alors moi j'étais avocate, hein, donc j'ai connu cette génération d'avocats qui ont été radiés à cause de leurs origines ou de leur engagement. Et j'ai beaucoup parlé avec eux et ils m'ont fait part en fait de leurs souvenirs et de leurs sentiments de cette période. Alors certains ont échappé miraculeusement un peu à ce destin qui les guettait, mais la plupart ont été déportés, sont revenus, sont pas revenus. Et en fait, je me suis toujours demandé ce qu'ils avaient éprouvé, parce que pour certains, qu'ils soient juifs ou pas, fils d'étrangers ou français, ils ont été exclus comme des avocats véreux en fait. Ils ont été radiés. Or, pour certains d'entre eux, ce métier d'avocat, c'était une vraie réussite professionnelle. Ils en étaient fiers. Leurs parents, étrangers ou français, en étaient très fiers aussi. Il y a un vrai engagement pour la plupart. Ils se sont retrouvés radiés. Ils ont pas été défendus en fait. Hein. Il y a eu un silence du barreau. Hein, il y a toute une littérature là-dessus. Hein. Il suffit de lire, ne serait-ce que le livre de Badinter, Un antisémitisme ordinaire. Il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de motion de principe de la part de l'ordre ni de la magistrature. Bon, et puis après, on suivit les lois de Vichy qu'on connaît, mais c'est vrai que c'est une période dont je parle peu dans le livre, mais qui est quand même structurante dans le livre. Parce qu'il y a aussi ce silence, le silence qu'on retrouve dans le titre de votre livre, Anne Bassi, ce silence qui est permanent, quasiment récurrent à travers les générations. À travers ces générations, c'est toute cette lignée de femmes. Un silence que connaît aussi cette protagoniste, Anouchka, puisqu'on ne l'a pas encore nommée. Anouchka qui, eh bien, finalement, enferme toutes ces choses et oublie jusqu'à l'enterrement de sa grand-mère. À un moment donné, c'est peut-être ça le déclencheur. Enfin, ce silence, il est propre à beaucoup de familles. C'est un thème qui vous est cher, on l'a compris dès le départ de cet entretien. Le silence fait partie justement du secret, de la non-transmission. Oui, le silence, alors dans le livre, c'est un silence un peu assourdissant. Voilà, et l'héroïne en souffre. C'est vrai que le silence, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée, beaucoup passionnée, parce que je suis entourée à la fois de gens très silencieux et de gens très bruyants. Donc, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas beaucoup de milieu dans les gens que je fréquente. Et oui, et c'est vrai que ce silence qui est parlant dans le roman permet de transmettre quelque chose. Et comme je le disais, c'est un silence très assourdissant, très parlant, très présent, qui s'impose en fait à différents protagonistes, parce que finalement, dans le livre, chaque personnage, même secondaire, est porteur d'un contexte historique un peu significatif. Et chaque personnage parle peu. Voilà, il y a Rebecca qui n'a pas parlé, qui est partie sans parler. Qui est l'arrière-grand-mère. Qui est l'arrière-grand-mère, voilà. Sa fille, Raïssa, qui est la grand-mère d'Anouchka, qui n'a jamais parlé de cette mort. Il y a l'héroïne Anouchka, qui est proche de sa grand-mère, très proche, qui respecte ce silence comme un pacte et qui n'aborde pas le sujet. La mère de Raïssa, la mère de Anouchka, c'est-à-dire la fille de Raïssa, qui n'en parle pas non plus. Et ça se transmet, ça se transmet. Et pourtant, l'héroïne Anouchka ressent quelque chose, ressent un mal-être, ressent un inconfort, une forme de nostalgie qui empiète sur sa vie intérieure. Et un jour, elle décide de rompre le silence. Voilà. Et pour ça, elle va faire des recherches. Mais ce silence, il est quelque part, alors non pas complice, c'est pas forcément le mot qui convient, mais protecteur. Quand Anouchka se tait parce qu'elle saisit et elle ressent le silence de sa grand-mère et tout ce qui peut se passer autour, finalement, on a l'impression que c'est aussi pour protéger l'autre. Tout à fait. Protéger l'autre, peut-être d'une vérité trop douloureuse. La protéger contre elle ne sait pas quoi. Mais le silence a souvent été... C'est là le mystère. Mais le silence a aussi été protecteur. On le sait d'ailleurs pendant certaines guerres, la Seconde Guerre mondiale en particulier. On a caché à certains enfants, notamment leur origine, pour les protéger. Donc le silence est parfois nécessaire, indispensable pour protéger les gens de certaines
situation. En l'espèce, elle ne sait pas très bien, Anouchka, de quoi elle doit protéger cette grand-mère qu'elle adore, mais elle sent que c'est une nécessité absolue. Anne Bassi, la psychogénéalogie vous passionne quand on écrit un livre comme ça sur la transmission, sur le transgénérationnel, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, ces secrets de famille, c'est une thématique qui vous passionne? Oui, ça me passionne. Ça me passionne. Je parlais récemment avec un psychanalyste de la symbolique des métiers. Et je n'y avais jamais réellement pensé, pour vous dire la vérité. Il me disait, mais bien sûr, les médecins se soignent, les enseignants, les professeurs s'éduquent. Et il me disait en me regardant, et les communicants se parlent, communiquent. Ça m'a fait un peu rire, parce que c'est vrai que la transmission renvoie bien sûr au principe de la communication. Et du coup, bon, c'est peut-être pas un hasard que j'ai évolué maintenant depuis plus de 10 ans dans l'univers de la communication. Mais les avocats communiquent aussi énormément. Oui, la transmission, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup à tout point de vue. Et aujourd'hui, on voit que cette question de la transmission silencieuse est un sujet qui intéresse notamment énormément la neuroscience et les chercheurs, et notamment autour de ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce qu'on transmet et de quelle manière? Voilà. Avec cette interrogation, effectivement, que des stress traumatiques peuvent se transmettre, même de façon génétique, sur plusieurs générations. Voilà, c'est ça. Alors, je crois que c'est pas encore totalement prouvé, mais en tout cas, la recherche est avancée et elle se fait au niveau mondial. C'est pas une recherche isolée qui serait le fruit de certains chercheurs, pas du tout. Et on dit que les prochains prix Nobel seront nécessairement liés à ces questions-là. Parce qu'il y a eu déjà une réflexion avec Freud, avec Jung, au niveau psychanalytique, effectivement. Et là, les neurosciences avec l'épigénétique font évoluer la réflexion. Alors, qu'est-ce qui se passe justement dans cette transmission, dans cette non-transmission? Alors, s'il y a quelque chose qui se transmet à travers ces femmes, à travers cette lignée de femmes. Moi, je me suis interrogée, Anne Bassi, sur la non-existence presque de Claudie, la mère d'Anouchka, où en fin de compte, on a l'impression de sauter une génération. Il y a cette relation entre Anouchka et sa grand-mère. Il y a des échanges entre, voilà, on ne dira pas lesquels, mais avec Claudie, la maman d'Anouchka, mais on a l'impression qu'on saute une génération. Oui, c'était volontaire en fait dans l'histoire de voir que ce qui se transmet peut ne pas se transmettre au niveau de chaque maillon. En fait, et qu'il y a des maillons qui peuvent facialement sauter. En l'espèce, c'est pas le cas dans l'ouvrage, parce que elle est certes un peu moins présente, mais elle n'est pas absente. Et en tout cas, c'est une présence structurante dans le livre, très, très marquée. Et j'ai voulu, dans la création du personnage, la rendre à la fois comme ça, présente et absente, mais et un peu avec un pas sur le côté. Un peu comme si elle était témoin extérieur, alors qu'elle est totalement concernée, puisqu'elle fait partie de cette lignée féminine, mais comme si elle était un peu un témoin extérieur qui regardait ça. Mais pas indifférente. Absolument pas indifférente. Mais elle ne se pose pas forcément les mêmes questions. En tout cas, on ne sait pas si cette question de la transmission, cette question du secret de famille, de l'histoire de sa mère, de sa grand-mère la concerne, et si elle veut savoir. Elle veut savoir sans savoir. Elle est peut-être plus prudente que Anouchka. Elle a peut-être davantage conscience de la réalité du drame, qu'elle veut peut-être elle aussi protéger par une couche encore plus silencieuse. Mais on le voit, on sait qu'à un moment, les secrets de famille ou les tabous, les non-dits, il peut y avoir plusieurs mots, ressortent. Toujours. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et ça, les scientifiques, les psychologues, tout le monde le dit. Comme si certaines personnes étaient destinées à devoir lever certains secrets, parce que c'est la condition pour qu'elles aillent mieux. Mais certains peuvent vivre plus ou moins bien avec ces secrets, jusqu'au moment où il y a une génération, une personne qui, elle, a besoin
de briser le silence. Alors, elle a besoin de briser le silence, et est-ce qu'elle est quelque part, alors je mets le mot entre guillemets parce que je ne parle pas de prédestination, mais est-ce que cette personne est destinée quelque part à réparer, on dit ça aussi On dit parfois, ça. à réparer la lignée familiale? Oui, alors je ne sais pas si on dit réparer ou rétablir, parce que je vois bien qu'il y a des courants un peu différents avec ce mot, donc je fais toujours un peu attention aux mots. Mais oui, on dit que les êtres humains sont programmés pour réparer ce qui n'est pas naturel. Alors bon, c'est un peu compliqué d'employer ce mot-là aujourd'hui, de parler de normes, mais c'est ce que disent la plupart des médecins extrêmement reconnus sur ce sujet. Quand il y a des morts, par exemple, inexpliquées ou inexplicables, pour reprendre le terme de certains, la descendance, la postérité va vouloir, d'une manière ou d'une autre, rétablir la vérité. C'est parfois possible, parfois ça ne l'est pas, pour mieux, d'une certaine manière, reprogrammer le présent. Et donc ce travail sur le passé est essentiel pour mieux reprogrammer le présent et vivre, et peut-être rétablir le futur. Bon, c'est des sujets un peu délicats, un peu compliqués qui aussi. posent beaucoup de questions, en tout cas qui nous interrogent perpétuellement dans la responsabilité des parents, dans le questionnement que peuvent avoir les enfants sur leurs origines, sur leurs racines, sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup d'enfants, même si certains ne s'intéressent absolument pas du tout à leurs ancêtres, se posent des questions à un moment donné de leur vie. Bah oui, certainement. C'est pour ça que je disais que ce livre, c'était pas mon intention première, mais aujourd'hui, force est de constater que ce livre, il s'adresse à une population assez variée. Alors, bien sûr, à tous ceux qui s'intéressent à leur histoire, aux jeunes qui souvent se posent des questions sur la notion de l'hérédité, c'est-à-dire sur ce dont ils héritent eux-mêmes de leurs grands-parents, aux adultes qui réfléchissent à partir de leur propre expérience, de leur vécu, et puis aux parents qui souvent s'interrogent aussi sur la transmission par rapport à leurs propres enfants récemment nés ou à naître. Ça peut être une peur, une crainte. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on va laisser? Oui, c'est une vraie question. C'est d'abord qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Et alors, je me suis interrogée aussi, on parle beaucoup des traumatismes qu'on pourrait peut-être transmettre, de la douleur, et on parle moins, je crois, de la joie. Parce que finalement, il y a des personnes qui sont très heureuses, très joyeuses, pleines d'énergie, de vie, d'élan, comme si ça c'était normal. Mais peut-être que ça aussi, ça se transmet certainement, d'ailleurs, et pourtant, c'est un sujet qu'on aborde peu. Et qui, moi, me fascine parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont une énergie vitale extraordinaire. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'hériterait pas simplement que des traumatismes et des douleurs et de ce qu'il y a de négatif dans une lignée, ou peut-être au contraire justement pour certaines familles ce goût du voyage, de partir, de ne pas avoir peur, enfin d'avoir cette audace de vie, cet élan de vie comme vous dites, cette joie. Oui, mais du coup je me demande un peu comme s'il y avait une forme de culpabilité, c'est-à-dire que c'est normal de souffrir et de transmettre de la souffrance. Alors qu'est-ce que ça pose comme question? Est-ce que ça signifie qu'il y a une forme de culpabilité à être heureux, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'en parle pas de ça, je trouve, enfin pas assez. C'est vrai que peut-être dans notre culture, en tout cas, on a cette pudeur, peut-être, de se dire, voilà. On étale peut-être plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je ne sais pas, en tout cas, ça une certaine forme de joie ou de plaisir, mais oui, est-ce qu'on s'autorise finalement c'est une question. À partager cette joie? Question aussi. Ouais, en tout cas, je sais pas, je suis étonnée par le nombre de débats autour de la transmission du traumatisme et de la douleur, et de l'absence de débat autour de la transmission de la joie. Eh bien voilà. Ça sera l'objet d'un prochain livre. Anne Bassi, à mon avis. Non, par les temps qui courent, c'est vrai que on aimerait bien aussi des choses positives et des belles choses, des belles lignées. Une question justement à propos de cette lignée qui s'inscrit dans votre livre, Le silence des matrioshkas. Pourquoi des femmes? Pourquoi cette lignée de femmes? Ça fait longtemps que je réfléchis à la particularité de ce lien et finalement à la transmission qui pourrait être peut-être, je ne sais pas, propre aux femmes. C'est vraiment une question ouverte. Je me sens pas légitime à développer une théorie sur la transmission qui serait propre aux femmes. Mais vous voyez par exemple ce livre, est-ce que un homme aurait été aussi sensible que moi sur ce sujet? Est-ce que certains hommes considèrent qu'il y a une transmission qui se transmet, une transmission particulière, intrinsèque à leur masculinité? Je sais pas. Moi, je me suis toujours
interrogée sur la transmission du nom. Aujourd'hui, même si on peut accoler le nom de la mère, globalement, on hérite du nom du père. Et il y a encore beaucoup d'échanges au sujet de la perte de la lignée parce que le nom ne pourra plus se transmettre parce qu'on a eu des filles. C'est vrai, on parle beaucoup de ça et c'est un sujet de préoccupation et même parfois un peu de détresse chez certains pères de famille. Et je me suis toujours interrogée sur cette obstination de la transmission du nom, comme si c'était un des éléments nécessaires pour transmettre. Et j'ai toujours considéré que c'était pas le cas et qu'il y avait une transmission bien plus mystérieuse. Et je me suis demandé si cette transmission mystérieuse pouvait aussi peut-être passer par le lien féminin, voilà, de mère en fille. Et moi-même, quand j'ai eu ma fille, j'ai été très émue de repenser au fait que j'étais sortie du ventre de ma mère, qui elle-même était sortie du ventre de sa mère, et qui elle-même, et c'est ce que je dis au début du roman, c'est une chaîne en fait. Et cette chaîne, je pense que très tôt, chaque petite fille sait qu'elle est finalement un maillon de cette chaîne. Alors de façon positive et négative, en même temps? Il y a ces deux oui, positive et négative. Ces deux balanciers. Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, en faisant partie de cette chaîne, on hérite voilà. notre mère. D'un actif et d'un passif, donc d'un tout. Et donc la question, c'est jusqu'à quand on peut remonter et encore une fois, qu'est-ce qu'on transmet, comment, quelle part de chacune, quelle part du tout. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, il y a des médecins qui ont expliqué qu'on pouvait même transmettre des choses. La mère portant un enfant lui transmet des choses. Donc ça aussi, c'est quand même un petit peu mystérieux, même si ça semble évident. Ça peut, même si c'est évident, ça peut être un peu mystérieux, ce qu'on transmet finalement à un fœtus. En tout cas, il y a cette interrogation chez vous. Oui, c'est vraiment une question, je pense que je vais chercher un peu plus sur cette notion de transmission propre aux femmes. Je sais qu'il y a une philosophe qui a écrit sur les mystères de la communication entre femmes, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien me renseigner. Alors, l'objet, je le disais tout à l'heure, d'un deuxième livre pour vous, Anne Bassi. C'est Secrets de famille. Alors, c'est très à la mode, on en parle beaucoup. Il y a même des émissions de télévision et souvent, alors là, je m'adresse peut-être à l'ancienne avocate, à l'occasion d'héritage, de succession. On peut assister à certains drames familiaux parce que c'est là que parfois on découvre malheureusement des secrets de famille dans cette recherche aussi d'héritiers. Qu'est-ce que ça implique pour nous? En tout cas, à quoi on s'engage à ne pas révéler ou à se dire, voilà, on teste ce secret de famille, on reste dans le silence ou à un moment donné, justement, on a envie de débloquer et d'aller plus loin et de découvrir ce secret de famille. Alors en tout cas, quand j'étais avocate, je disais souvent à mes clients qui engageaient des actions pour mieux connaître leurs ancêtres pour des questions successorales principalement, je leur disais toujours, on ne sait jamais ce que nous réserve le passé. Et je les engageais à beaucoup de prudence, parce que je l'ai vu à travers des notaires, et les notaires aussi sont très prudents avec ce type d'action. Ça peut bouleverser le présent de certaines familles. On peut apprendre des choses qui remettent en cause nos croyances et qui bouleversent notre futur. Donc il faut être prudent avec ça. Moi j'ai travaillé avec des généalogistes et j'ai toujours été fascinée par ce métier de la recherche, comme ça, comme des archéologues du passé, pour encore une fois rétablir le présent. À un moment donné, voilà, on décide ou pas d'aller à la recherche, comme Anouchka le fait d'ailleurs dans votre roman, de découvrir ce passé, de vouloir faire sauter les verrous de ce fameux secret de famille qui est quand même finalement pesant. Alors même si ça peut bouleverser effectivement et parfois il ne vaut mieux rien savoir, peut-être. C'est la question aussi qu'on peut poser aujourd'hui. Oui. On reste dans l'ignorance et on décide peut-être de tourner la page et finalement on n'ira peut-être pas plus mal. Mais Anouchka, elle sent quand même ce poids sur son existence. Elle a du mal à avancer. Elle ressent cette tristesse, ce silence qui lui est pesant. Oui, en effet, l'héroïne, elle a un sentiment d'inconfort et de douleur qui empiète trop sur sa vie personnelle, sa vie intérieure. C'est comme si elle n'avait plus le choix. Il faut qu'elle sache. Quoi? Elle-même ne le sait pas, mais il faut qu'elle sache. Et donc ça, pour répondre à votre question, c'est assez personnel. Je pense qu'il y a ceux qui ont envie de savoir, ceux qui ont moins envie de savoir, et puis il y a ceux qui n'ont pas le choix. Et c'est là où je disais tout à l'heure, pour les secrets de famille, c'est comme si certaines personnes étaient destinées à percer un secret de famille pour rétablir le futur de l'entière famille. Alors qui a le courage, l'audace ou la folie de le faire, je ne sais pas quel mot il faut employer. Et chacun a sa propre intuition. Dans le roman, l'héroïne a l'intuition
elle doit le faire. Voilà. Elle sait qu'elle doit découvrir quelque chose. Et elle apprivoise cette peur, elle apprivoise ce silence pendant des années, jusqu'au jour où peut-être qu'elle considère l'avoir suffisamment apprivoisé pour l'approcher de très près. On n'en dira pas plus pour le livre, parce qu'il faut le lire. Même si on a l'impression que tous les secrets, finalement, ne sont pas levés. Mais ça reste à déterminer. Anne Bassi, comment vous êtes ressortie de l'écriture de ce livre, une fois que le mot fin a été écrit? Alors, c'est un contexte un peu particulier pour moi, parce que ce livre, je crois, a pu s'achever grâce, même si c'est un peu étonnant, à un accident que j'ai eu qui m'a beaucoup immobilisée et qui m'a beaucoup fait souffrir. Et je me suis aperçue la nuit, quand je prenais pas d'antidouleur très fort, que l'écriture me faisait oublier la douleur. Et donc j'ai écrit, et donc j'ai persisté, et je crois que le livre, il a pu se finir grâce à cet accident. Et donc j'ai découvert quelque chose dont j'avais déjà entendu parler mais que je ne connaissais pas, c'est le rôle apaisant de l'écriture. Alors là, je ne parle pas d'apaisement psychologique ou psychique. Comme une thérapie, par exemple. Voilà, non, là, je parle vraiment d'apaisement physiologique. C'est vrai que quand j'écrivais, j'avais moins mal. Alors, est-ce que c'est parce que j'y pensais moins ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un constat qui m'a permis de finir ce livre, que j'ai fini la nuit en fait. Parce que la journée, je devais travailler, tant bien que mal, alors que j'étais extrêmement handicapée, que j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Et la nuit, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais trop mal. Et je me refusais à prendre des antidouleurs complémentaires parce que j'en prenais déjà beaucoup trop. Et je me suis aperçue que j'avais plus mal quand j'écrivais. Donc voilà comment le livre s'est fini. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que finir un livre, c'est une chose. L'envoyer à des maisons d'édition, se faire publier, c'est autre chose. Personnellement, ce travail-là d'identification des maisons d'édition, de l'envoi et de la contractualisation avec une maison en particulier, ça m'a pris plus de temps que d'écrire le livre. Mais il faut persévérer. Oui, il faut persévérer. C'est le conseil qu'on peut donner. Il faut persévérer. Surtout en ce moment. Oui. Tout à fait. Avec des livres qui sont finalement quand même, on va le dire, essentiels. Tout à fait. C'est un bien essentiel et vital, on ne le redira jamais assez. Et puis c'est un livre qui sort ces jours-ci. Oui, le 9. Officiellement. Voilà. Le 9 novembre, il peut être commandé dans toutes les librairies, bien sûr. Il ne sera pas en stock dans toutes les librairies, mais ça, c'est pas propre à ce contexte. Le contexte accentue cette difficulté à stocker. Il peut être commandé sur Internet, sur tous les sites des librairies indépendantes. Il peut être commandé sur le site de la maison d'édition aussi. Voilà. Les éditions Bérangel. On le mettra évidemment sur le texte qui accompagnera ce podcast. Anne Bassi, quel message voudriez-vous passer à ceux qui vont avoir entre vos mains votre livre ? Je voudrais passer le message qui est lié au titre de votre émission, qui est un titre que je trouve vraiment très beau, Ouvrons la fenêtre, parce que ça me fait penser à la notion d'enfermement. Alors bien sûr, je pense à l'enfermement carcéral, qui d'ailleurs il y a toute une littérature écrite en prison. Alors moi je pense un peu naturellement à Mandela, à Apollinaire, à Dostoïevski. Bon, même si Dostoïevski c'était le bagne, c'était pas la prison, mais et puis à tous ceux qui ont écrit en prison mais qui sont moins connus et qui n'ont pas été publiés, et à tous ceux qui ont connu la prison et qui ont été inspirés d'une manière ou d'une autre par cette période. Donc votre titre me fait penser à l'enfermement carcéral, mais du coup également à l'enfermement de nos certitudes, et au contraire, ouvrons la fenêtre au jugement hypothétique et au doute. Au doute pour ne plus douter, ou au doute pour douter, comme disaient nos philosophes. Et avec ce roman, j'ai ouvert une fenêtre sur la vie de Rebecca, sur le passé. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir peur du passé, et de ne pas avoir peur, dans la mesure du possible, bien sûr, de la vérité. Ne pas avoir peur d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Merci beaucoup, Anne Bassi. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent.
Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne serait rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.